Un coup de feu sec a déchiré le silence lourd de la nuit martiniquaise. Pas de cris, pas de lamentation. Juste le bruit sourd d'un corps qui s'effondre dans la boue chaude entre deux rangées de cannes à sucre. Le contremaître Morel a rangé son pistolet, a craché par terre et a ordonné qu'on dégage le déchet. Pour lui, ce n'était qu'un esclave de moins. Pour Joachim, caché derrière un bosquet de bambous, c'était son frère. Morel pensait que l'obscurité avait tout avalé. Il pensait que sa position de force et le fouet qu'il portait à la ceinture suffiraient à étouffer la vérité. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en appuyant sur cette gâchette pour couvrir ses propres vols de rhum, il venait de signer son arrêt de mort. Joachim n'avait pas d'armes, pas de pouvoir, rien d'autre que sa connaissance des bêtes et de la terre. Mais il avait un plan qui allait transformer la plantation de Monsieur de la Roche en un véritable enfer pour Morel. Le chasseur était sur le point de devenir le gibier, et l'odeur de la justice allait bientôt devenir insupportable. La plantation de la Roche était un empire de sucre, de sueur et de discipline de fer. Située sur les hauteurs de Saint-Pierre, elle dominait la mer avec une arrogance tranquille. Monsieur de la Roche, le propriétaire, était un homme particulier. Ce n'était pas la cruauté qui le définissait, mais une obsession maladive pour l'ordre et l'hygiène. Pour lui, une épidémie parmi ses bêtes ou ses travailleurs n'était pas un drame humain. C'était une perte financière inacceptable. Il passait ses journées à inspecter les écuries, les cuisines et les quartiers, la narine aux aguets, traquant la moindre trace de saleté ou de maladie. C'est sur cette manie, sur cette peur viscérale de la contagion que Joachim allait construire sa vengeance. Morel, lui, était d'une autre trempe. Un homme brutal, le visage marqué par l'abus de tafia et les dettes de jeu qu'il accumulait dans les tripots de la ville. Depuis des mois, il détournait des barils de rhum de la production officielle pour les revendre à des capitaines de navires clandestins. C'est ce secret que le frère de Joachim avait découvert, et c'est pour ce secret qu'il avait été abattu comme un chien. Morel se croyait intouchable. Il pensait que personne n'oserait jamais contester sa parole face à celle d'un homme de peine. Mais Joachim n'était pas n'importe qui. On l'appelait le gardien des bêtes. Il connaissait chaque recoin de l'abattoir de la propriété. Il savait comment un corps se décompose, comment les humeurs s'écoulent et comment la chair devient un poison. Le lendemain du meurtre, Morel affichait un calme insultant. Il déambulait dans la plantation, faisant claquer son fouet pour marquer son territoire. Il avait pourtant un objet qui ne le quittait jamais, le sifflet d'argent de Monsieur de la Roche. C'était un sifflet finement ciselé, symbole de l'autorité suprême sur le domaine. Le maître le lui avait confié pour diriger les manœuvres de récolte. Morel le portait comme une décoration, une preuve qu'il était le bras droit du propriétaire. Mais ce matin-là, Morel avait la tête ailleurs. Il s'inquiétait de la cargaison de rhum qu'il devait livrer le soir même. Il ne remarqua pas le regard fixe de Joachim, qui soignait les bœufs de la bourre avec une lenteur calculée. Joachim savait que pour faire tomber Morel, il ne fallait pas l'attaquer de front. Une plainte auprès de Monsieur de la Roche n'aboutirait qu'à une séance de torture pour dénonciation calomnieuse. Non, il fallait que la preuve vienne de Morel lui-même. Il fallait que la culpabilité colle à la peau du contremaître comme une gangrène. Joachim a attendu que le soleil soit au plus haut, quand la chaleur écrase les volontés et que tout le monde cherche l'ombre pour agir. Dans l'arrière-boutique de l'abattoir, Joachim a récupéré des abats de porc qu'il avait mis de côté. Des morceaux choisis pour leur capacité à pourrir vite, très vite. Il les a enveloppés dans de la toile de jute épaisse pour contenir l'écoulement immédiat, mais pas l'odeur. C'était une bombe à retardement organique. Mais il lui manquait encore l'élément déclencheur, l'objet qui transformerait une simple négligence en un crime impardonnable aux yeux du maître. La chance a souri à Joachim quand Morel, dans un accès de colère contre un jeune messager nommé Baptiste, a retiré sa veste de lin pour mieux manier le fouet. La veste, avec le sifflet d'argent dépassant de la poche, a été jetée sur un banc près des écuries. En quelques secondes, avec la dextérité de celui qui manipule des animaux sauvages, Joachim s'est emparé de l'objet. Il ne l'a pas gardé. Il ne l'a pas caché dans sa propre case. Il l'a glissé au milieu de la viande putride, au cœur de son paquet sanglant. Le soir même, alors que Morel fêtait sa prochaine vente de rhum dans ses quartiers privés, Joachim s'est glissé sous le plancher de la chambre du contremaître. Les maisons des cadres étaient surélevées pour éviter l'humidité. Il a rampé dans la poussière et les toiles d'araignée jusqu'à se trouver juste sous le lit de Morel. Là, avec une précision chirurgicale, il a fixé le paquet d'abats et le sifflet d'argent entre les lattes du sommier, bien caché par la paillasse épaisse. C'était fait. Le piège était posé. Mais le plan de Joachim ne s'arrêtait pas là. Il savait que Morel allait s'apercevoir de la disparition du sifflet, et il savait que Morel, dans sa paranoïa, allait chercher un coupable. Le problème, c'est que Joachim devait maintenant survivre à la chasse qui allait s'ouvrir, car Morel, avant d'être un voleur, était un pisteur redoutable. Le lendemain, à l'aube,
Le cri de Morel a réveillé la plantation. Il avait cherché son sifflet partout. Dans sa veste, sur son bureau, dans les écuries. Rien. La perte de cet objet était une catastrophe. Si Monsieur de la Roche l'apprenait, c'était la disgrâce immédiate. Morel est sorti de sa chambre en trombe, les yeux injectés de sang. Il a immédiatement pensé à Joachim. Pourquoi? Parce que Joachim était le seul à ne pas avoir baissé les yeux la veille. Le seul dont le silence semblait trop lourd. Morel a rassemblé la milice de la plantation, une bande de brutes à sa solde. « Le gardien des bêtes !» a-t-il hurlé. « Ramenez-moi Joachim. Il a volé le bien du maître. » Ce que Morel ne comprenait pas, c'est que Joachim l'attendait. Il l'attendait à l'orée des champs de Cannes, là où la végétation devient si dense qu'on n'y voit plus à 2 pas. Joachim a laissé Morel l'apercevoir une fraction de seconde avant de s'enfoncer dans la verdure. C'était le début de la traque. Morel, ivre de rage, s'est lancé à sa poursuite, entraînant avec lui ses hommes et ses chiens de garde. C'était exactement ce que Joachim voulait. Il voulait éloigner Morel de la maison. Il voulait lui donner du temps. Du temps pour que la chaleur tropicale fasse son œuvre sous le lit du contremaître. Du temps pour que les abats commencent à suinter et que l'odeur de la mort envahisse la pièce. Pendant que Morel courait dans les champs, s'écorchant les bras contre les feuilles tranchantes de la canne, Joachim jouait avec lui. Il connaissait le terrain mieux que quiconque. Il savait où le sol était meuble, où les serpents se cachaient, où le vent portait les sons. Il laissait des traces évidentes, puis disparaissait dans les ruisseaux pour brouiller les pistes des chiens. À chaque minute qui passait, la tension montait. Les hommes de Morel commençaient à grogner. Pourquoi courir après un esclave pour un sifflet perdu? Ils ne comprenaient pas l'enjeu. Ils ne voyaient pas que Morel jouait sa tête. Mais dans la grande maison, l'atmosphère changeait aussi. Solange, la cuisinière, une femme qui voyait tout et entendait tout, avait remarqué l'absence de Morel et l'agitation de la milice. Elle avait aussi remarqué que Joachim, d'habitude si ponctuel pour nourrir les bêtes, n'était pas là. Elle a croisé Monsieur de la Roche sur la véranda. Le maître était d'humeur massacrante. Il cherchait son contremaître pour faire les comptes de la semaine. « Où est Morel ?» a-t-il demandé d'une voix glaciale. Solange a baissé la tête, feignant l'ignorance. Mais elle a laissé glisser une information cruciale. Il semble qu'il y ait une agitation dans ces quartiers, monsieur. Une odeur étrange s'en échappe. On dit qu'une bête est peut-être morte sous son plancher. Le mot « odeur » a agi sur Monsieur de la Roche comme un coup de fouet. Son visage s'est crispé. La peur de l'infection, de la fièvre, de la pourriture qui s'installe. Il s'est dirigé vers les quartiers de Morel d'un pas rapide, suivi par une Solange qui savait que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Pendant ce temps, dans la forêt, Morel perdait patience. Il a fini par coincer Joachim près d'un ravin. Joachim était là, debout, calme, les mains vides. Il n'avait pas le sifflet, il n'avait rien. Morel a pointé son fusil sur lui, le souffle court, la sueur coulant sur son visage rougeau. « Où est-il » a hurlé Morel. « Où as-tu caché le sifflet ?» Joachim a esquissé un sourire qui a glacé le sang du contremaître. « Je n'ai rien volé, Morel. Mais ce qui appartient au maître finit toujours par revenir au maître. » Morel a fait un pas en avant, prêt à presser la détente. Il était convaincu que Joachim l'avait jeté dans le ravin. Il était prêt à l'abattre et à inventer une histoire de rébellion pour se couvrir. Mais à ce moment précis, un bruit a retenti au loin. Un son que Morel connaissait trop bien. C'était la cloche de la grande maison, celle qu'on ne sonnait qu'en cas d'urgence absolue. Morel a hésité. S'il tuait Joachim maintenant, il ne retrouverait jamais le sifflet. Et si la cloche sonnait, c'est que quelque chose de grave se passait à la plantation. Est-ce que son vol de Rome avait été découvert? Est-ce que le maître l'appelait? La paranoïa a repris le dessus. Il a ordonné à ses hommes de ligoter Joachim et de le ramener de force. Mais alors qu'ils entamaient le chemin du retour, le ciel s'est assombri brusquement. Une de ces pluies tropicales, violentes et soudaines, s'est abattue sur eux. La poussière s'est transformée en boue liquide. L'eau ruisselait partout, lavant les péchés de la terre, mais révélant les secrets les plus sombres. Morel, trempé jusqu'aux os, poussait Joachim brutalement, ignorant que chaque pas le rapprochait de sa propre ruine. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, Monsieur de la Roche se tenait devant la porte de sa chambre, un mouchoir parfumé sur le nez, le visage déformé par le dégoût. L'odeur qui émanait de la pièce était devenue insupportable, exacerbée par l'humidité de la pluie. Ce n'était pas juste l'odeur de la viande gâtée. C'était l'odeur d'un homme qui cache quelque chose de fétide. Monsieur de la Roche a fait signe à un autre serviteur de forcer la porte. Morel avait toujours gardé sa chambre verrouillée, un privilège qu'il défendait avec acharnement. Ce simple fait, dans l'esprit maniaque du maître, devenait maintenant une preuve de culpabilité. Qu'y avait-il derrière cette porte pour que l'odeur de la mort s'en échappe ainsi? Quand la porte a cédé, l'odeur a frappé Monsieur de la Roche comme un mur physique. Il a reculé d'un pas,
manquant de trébucher. La chambre était propre en apparence, mais l'émanation venait du lit. Joachim avait bien calculé son coup. Les abats, enfermés dans la chaleur confinée sous la paillasse, commençaient à grouiller. Morel arrivait à la lisière de la cour centrale, traînant Joachim derrière lui. Il a vu l'attroupement devant sa case. Il a vu la silhouette raide de Monsieur de la Roche. Son cœur a manqué un battement. Il pensait encore au sifflet, à la façon dont il allait expliquer sa perte. Il ne se doutait pas que le piège de Joachim était bien plus complexe qu'un simple vol. Dans le sac de grains que portait Baptiste, le jeune messager, Joachim avait aussi glissé quelque chose d'autre la veille. Les doubles des registres de production que Morel pensait avoir brûlés 2 mois plus tôt. Ces registres montraient noir sur blanc les quantités de rhum produites et les quantités déclarées. Un gouffre de plusieurs centaines de litres. Morel a lâché Joachim et s'est précipité vers le maître. « Monsieur, j'ai attrapé le voleur. Joachim a essayé de s'enfuir. » Monsieur de la Roche ne l'a même pas regardé. Il pointait du doigt la chambre, ses yeux brûlants d'une colère froide. « Morel, expliquez-moi pourquoi votre chambre empeste comme une fosse commune. Expliquez-moi ce que vous cachez chez vous. » Le contremaître a bafouillé, cherchant ses mots. Il a jeté un regard vers Joachim, espérant y trouver une faille, mais Joachim restait de marbre, la pluie lavant le sang séché sur ses bras. Le piège se refermait. La première onde de choc venait de frapper, et Morel ne réalisait pas encore que ce n'était que le début de sa chute. L'odeur de la viande n'était que le signal. La véritable preuve, le sifflet d'argent et les registres, attendaient d'être déterrés de leur cachette sanglante. Et à cet instant, Morel a compris une chose. Le silence d'un homme n'est jamais garanti, surtout quand la pourriture finit toujours par remonter à la surface. Morel pensait avoir lavé le sang sur ses mains, mais l'odeur de ses crimes commençait déjà à suinter à travers les planches de son propre plancher. Monsieur de la Roche se tenait là, devant la porte ouverte de la chambre du contremaître, le visage blême et un mouchoir pressé contre son nez. L'air était devenu épais, chargé d'une pestilence qui ne trompait personne. Ce n'était pas l'odeur d'un rat mort ou d'un oubli de cuisine. C'était l'odeur de la charogne lourde, celle qui s'insinue dans les poumons et qui fait battre le cœur plus vite, par pur instinct de survie. Morel, juste derrière lui, sentait le piège se refermer. Il voyait Joachim, ligoté et couvert de boue, qui le fixait avec une intensité insoutenable. Ce que Morel ne savait pas encore, c'est que la viande pourrie n'était que l'emballage d'un secret bien plus destructeur. Monsieur de la Roche n'était pas un homme de paroles inutiles. Sa peur des maladies était sa seule faiblesse, et Joachim l'avait frappé précisément là où ça faisait mal. Le propriétaire a fait un pas à l'intérieur de la pièce, ses bottes de cuir craquant sur le bois. Il a balayé la chambre du regard. Tout semblait en ordre, en apparence. Mais les mouches, ces messagères de la mort, commençaient déjà à s'agglutiner autour du lit de Morel. Des centaines de mouches noires, excitées par la chaleur et l'humidité de la pluie qui tombait toujours dehors. Morel a tenté une dernière manœuvre désespérée. Il s'est avancé, la voix tremblante mais autoritaire, pour essayer de barrer le passage. « Monsieur, c'est Joachim !» a-t-il crié en pointant le doigt vers l'esclave. « Il a dû jeter quelque chose sous ma case pour me nuire. C'est un saboteur, je vous le dis. Je l'ai surpris en train de rôder ici hier soir. » C'était une défense logique, mais Morel avait oublié un détail. Monsieur de la Roche détestait qu'on lui dicte sa conduite, surtout dans un moment de crise. Le maître s'est tourné vers lui, les yeux réduits à 2 fentes glaciales. « Taisez-vous, Morel. Si un esclave a pu entrer ici pour cacher quoi que ce soit, c'est que vous ne gardez pas vos quartiers. Et si cette odeur vient de votre négligence, vous en paierez le prix. » Le propriétaire a fait signe à 2 hommes de la milice, ceux-là même qui venaient de traquer Joachim. « Levez ce matelas. Maintenant. » À cet instant, le silence dans la pièce est devenu plus assourdissant que le tonnerre au dehors. Morel a senti ses jambes fléchir. Sous ce lit, il n'y avait pas que des abats. Il y avait sa vie entière, ses vols, sa trahison. Il a jeté un regard vers la fenêtre, calculant ses chances de s'enfuir. Mais la cour était pleine de travailleurs qui s'étaient rassemblés, attirés par le son de la cloche et l'odeur qui se répandait. Solange, la cuisinière, se tenait au premier rang, les bras croisés, le visage de marbre. Elle savait. Elle attendait que la pourriture remonte. Les miliciens ont saisi les bords du cadre de lit. Ils ont hésité une seconde, leur visage se tordant de dégoût. Puis, d'un coup sec, ils ont basculé le sommier. Ce qui est apparu a arraché un haut le cœur collectif. Un paquet de toiles de jute, gorgé de sang noir et de fluide jaunâtre, était accroché entre les lattes. Avec la violence du mouvement, la toile s'est déchirée. Des entrailles de porc liquéfiées par la fermentation se sont déversées sur le plancher propre, mais au milieu de cette horreur, quelque chose a brillé, un éclat métallique, pur, insensé, au milieu de la fange.
Monsieur de la Roche s'est penché, ignorant la nausée. Il a vu la chaîne. Il a vu le reflet de l'argent. Avec le bout de sa canne, il a écarté un morceau de foie décomposé. Le sifflet d'argent est apparu. Son sifflet. L'insigne de son pouvoir. Celui qu'il avait confié à Morel, et que ce dernier prétendait s'être fait voler par Joachim quelques minutes plus tôt. Le sifflet n'était pas dans la forêt. Il n'était pas dans le ravin. Il était là, caché dans la propre chambre du contremaître, enveloppé dans de la viande de boucherie comme un trésor macabre. Le problème pour Morel, c'est que la logique du maître était simple. On ne cache pas son propre sifflet dans de la pourriture, à moins de vouloir simuler un vol ou d'avoir perdu la tête. Mais ce n'était que le début. En fouillant plus loin avec sa canne, Monsieur de la Roche a fait sortir un autre objet du paquet. Un petit carnet relié de cuir, taché de sang, mais parfaitement lisible. Les registres, les vrais. Ceux que Morel avait falsifiés pour masquer ses ventes de rhum clandestine. Morel a senti le monde basculer. Il a reculé, la main sur la crosse de son pistolet. « C'est un coup monté !» a-t-il hurlé, sa voix devenant aiguë, presque hystérique. « Joachim a fait ça. Il a volé le sifflet et il a mis ces papiers-là pour me détruire. Monsieur, regardez-le, il sourit !» Et c'était vrai. Joachim ne souriait pas avec ses lèvres, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction froide. Il n'avait pas besoin de parler. Les preuves hurlaient pour lui. Monsieur de la Roche a ramassé le carnet avec un dégoût manifeste. Il a ouvert une page au hasard. Il y a vu les colonnes de chiffres, les ratures de Morel, les noms des capitaines de Saint-Pierre. Le vol n'était plus une supposition, c'était une certitude comptable. La trahison de Morel était totale. Il volait son maître, il mentait sur sa gestion, et maintenant, il empestait la plantation d'une infection potentielle. Mais Morel n'était pas homme à se rendre sans mordre. Il savait que s'il perdait cette place, il perdait tout. Sa vie à Saint-Pierre était déjà hypothéquée par ses dettes. S'il était chassé de la plantation, ses créanciers le trouveraient avant même qu'il n'atteigne le port. Dans un éclair de rage, il a dégainé son arme et l'a pointée vers Joachim. « Puisque je tombe, tu tombes avec moi, maudit gardien », a-t-il éructé. Le coup n'est pas parti. Baptiste, le jeune messager que Morel avait frappé plus tôt, s'était glissé derrière lui dans la confusion. D'un geste vif, il a saisi le bras du contremaître. Le coup de feu a dévié, fracassant un vase sur la commode. La milice, qui jusqu'ici obéissait à Morel par peur, a vu le vent tourner. Ils ont vu leur chef perdre pied, acculé par son propre patron. Ils n'ont pas bougé pour l'aider. Au contraire, ils se sont écartés, laissant Morel seul au centre de la pièce, entouré par la puanteur de ses mensonges. Monsieur de la Roche a redressé la tête. Le dégoût avait fait place à une fureur contenue, bien plus dangereuse. « Morel, vous avez volé ma propriété, vous avez falsifié mes comptes, et vous avez mis en danger la santé de ce domaine par votre mise en scène grotesque. » Il a désigné le sifflet souillé au sol. « Cet objet représente ma parole. Vous l'avez traîné dans la boue et le sang. » Morel tremblait maintenant de tous ses membres. La sueur qui perlait sur son front n'était plus celle de la chaleur, mais celle de la terreur pure. « Monsieur, je peux expliquer, le rhum, c'était pour payer les réparations. »« Taisez-vous » a tonné le maître. La voix de Monsieur de la Roche a résonné dans toute la case, faisant taire les murmures dans la cour. « Vous ne possédez plus rien ici, ni autorité, ni respect, ni même votre liberté. » C'est à ce moment-là que Joachim a fait un pas en avant. Ses liens avaient été tranchés par Solange, dans le chaos du coup de feu. Il s'est approché de Morel, ignorant les fusils de la milice. Il s'est arrêté à 1 pouce du visage du contremaître. L'odeur de la viande pourrie était entre eux comme un témoin invisible. Joachim a baissé la voix, une voix que seul Morel et le propriétaire pouvaient entendre. « Tu as tué mon frère pour un baril de rhum, Morel. Tu pensais que son sang resterait dans la terre. Mais regarde autour de toi, le sang ne reste jamais caché. Il remonte, il pue. Et aujourd'hui, c'est toi qui étouffes. » Morel a voulu répondre, mais les mots sont restés bloqués dans sa gorge. Il a réalisé que Joachim n'avait pas seulement caché des abats sous son lit, il avait orchestré une chute morale totale. En utilisant l'obsession de Monsieur de la Roche pour la propreté, Joachim avait forcé le maître à découvrir ce qu'il aurait normalement ignoré, la corruption de son bras droit. Mais alors que tout semblait terminé, une nouvelle complication a surgi. Un homme à cheval est apparu au bout de l'allée principale, galopant malgré la boue. C'était l'intendant de la ville, accompagné de 2 gendarmes. Il n'était pas là par hasard. Monsieur de la Roche a froncé les sourcils. Il n'avait pas encore envoyé de messager. L'intendant s'est arrêté devant la case de Morel, son cheval écumant. « Monsieur de la Roche, nous avons intercepté un convoi de rhum marqué de votre sceau sur les quais de Saint-Pierre ce matin. Le capitaine du navire prétend qu'il a un accord régulier avec votre contremaître. » Morel a fermé les yeux. C'était le coup de grâce.
Le rhum qu'il avait essayé de vendre la nuit même où il avait tué le frère de Joachim venait de le rattraper. La boucle était bouclée. Mais ce que l'intendant a ajouté ensuite a glacé l'assemblée. Le capitaine a aussi déclaré que Morel lui avait promis une main-d'œuvre supplémentaire pour son voyage vers les îles du Sud. Des hommes de votre plantation, monsieur. Des hommes qu'il prétendait être en surplus. Le visage de monsieur de la Roche est devenu livide. Voler du rhum était une chose. Vendre ses travailleurs dans le dos du propriétaire en était une autre. C'était une trahison que même la mort de Morel ne pourrait pas racheter. Le propriétaire a regardé Morel comme on regarde un insecte nuisible qu'on s'apprête à écraser. « Saisissez-le » a-t-il ordonné à la milice. « Enchaînez-le dans les écuries. Demain, il partira pour la prison de Saint-Pierre. Et qu'on nettoie cette chambre à l'eau de Javel et par le feu. Je ne veux plus rien voir qui lui appartienne. » Alors que les miliciens empoignaient Morel, celui-ci a eu un dernier sursaut de méchanceté. Il a crié vers la foule. « Vous croyez avoir gagné ? Joachim savait tout depuis le début. C'est lui le complice. Il a tout organisé pour prendre ma place. » C'était une accusation vaine, le cri d'un homme qui se noie et qui essaie d'entraîner les autres avec lui. Mais M. de la Roche a marqué un temps d'arrêt. Il a regardé Joachim, debout dans la pluie, calme et digne. Il a regardé le carnet de registre et le sifflet d'argent. Il savait que Joachim avait manipulé la situation. Il savait que cet esclave était bien plus intelligent qu'il ne le laissait paraître. Le problème, c'est que dans le monde de M. de la Roche, l'intelligence chez un esclave était une menace aussi grande que la corruption chez un contremaître. Le maître a gardé le silence pendant un long moment, laissant la pluie laver le sang sur le sol. Joachim sentait le regard du propriétaire peser sur lui. La vengeance était accomplie. Morel était fini. Mais à quel prix pour lui? « Joachim » a fini par dire M. de la Roche, sa voix n'étant plus qu'un murmure tranchant. « Vous saviez pour le rhum, vous saviez pour le sifflet. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir ?» Joachim a levé les yeux vers le maître. « Parce qu'un mot d'esclave ne pèse rien face à l'or d'un contremaître, monsieur. Il fallait que vous le sentiez de vos propres narines. Il fallait que la vérité pût assez pour que vous ne puissiez plus l'ignorer. » Le maître a hoché la tête lentement. Une reconnaissance muette, presque un respect involontaire. Mais dans une plantation, le respect ne signifie pas la liberté. Morel était traîné vers les écuries, hurlant des insultes, tandis que la milice commençait à disperser la foule. La pluie s'arrêtait enfin, laissant derrière elle une odeur de terre mouillée et de décomposition. Mais alors que tout semblait se calmer, Solange s'est approchée de Joachim et lui a glissé à l'oreille. « Morel a une cachette secrète dans la forêt, Joachim, celle dont il ne parlait à personne. S'il part pour Saint-Pierre demain, il ne sera pas le seul à payer. Ses complices viendront le chercher. La nuit n'est pas finie. » Joachim a compris que la chute de Morel n'était que la première phase. Le contremaître avait des alliés, des hommes de l'ombre qui ne laisseraient pas leur profit s'envoler si facilement. Et ces hommes savaient maintenant qui était le responsable de leur ruine. Joachim a regardé vers les bois sombres qui entouraient la plantation. La chasse n'était pas terminée. Elle venait de changer de visage. Morel était en chaîne, mais les ombres de la forêt, elles, étaient toujours libres. Et elles avaient soif de sang. Morel, enfermé dans l'obscurité puante de l'écurie, ne pensait plus à ses dettes. Il ne pensait plus au rhum. Il ne pensait qu'à une chose, comment faire payer celui qui l'avait humilié devant tout le domaine. Il savait qu'un message devait être envoyé. Un message qui mettrait le feu à la plantation avant l'aube. Car ce que personne ne savait, c'est que Morel n'était qu'un petit pion dans un jeu bien plus vaste, et les véritables propriétaires du rhum volé n'allaient de pas apprécier que leur source soit tarie par un simple gardien de bêtes. L'air de la nuit est redevenu calme, mais c'était le calme qui précède la tempête. Joachim est retourné vers sa case, conscient que chaque bruit de branche cassée pouvait désormais être son dernier. La justice avait été rendue, mais le prix de cette justice restait à payer. Et alors que la lune apparaissait entre deux nuages, une lueur a brillé au loin, dans la forêt. Une lueur qui n'était pas celle d'un feu de camp, mais celle d'une menace qui approchait. La partie la plus sombre de l'histoire commençait seulement, car si l'argent ne sent rien, la vengeance, elle, a une odeur de fer et de fumée que rien ne peut effacer. Morel pensait que les chaînes de fer dans l'obscurité de l'écurie étaient son seul problème. Il se trompait lourdement. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ses complices, les trafiquants de rhum de Saint-Pierre, n'avaient aucune intention de le laisser parler devant un juge. Pour ces hommes, Morel n'était plus un partenaire, il était une preuve vivante et gênante qu'il fallait éliminer. Tandis que le contremaître hurlait sa rage contre les murs de bois, une lueur orange a commencé à danser sur les vitres de la grande maison. Joachim, posté près des quartiers des bêtes, a vu la fumée avant tout le monde. Ce n'était pas un accident. Les hommes de l'ombre étaient arrivés pour brûler les preuves, Morel y compris.
Mais Joachim n'allait pas laisser les flammes voler sa justice. L'odeur de la paille sèche qui s'enflamme a rapidement remplacé celle de la pourriture. C'était une attaque coordonnée. Les complices de Morel savaient que si le contremaître finissait dans les geôles de la ville, il vendrait tout le monde pour sauver sa peau. La solution était simple, transformer l'écurie en un brasier purificateur. Monsieur de la Roche a été tiré de son sommeil par les cris des chevaux affolés. Il est sorti sur sa véranda, en chemise de nuit, le visage décomposé. Sa plantation, son empire de sucre, était en train de s'embraser par les deux bouts. C'est là que Joachim est apparu, sortant de l'obscurité comme un spectre. « Monsieur !» a crié Joachim, « ils veulent tuer Morel pour que vous ne sachiez jamais où est passé votre argent. » Le propriétaire a hésité une seconde. Sa haine pour Morel luttait contre son besoin de récupérer son dû. Mais la logique de Joachim était implacable. Si Morel brûlait, le secret des comptes falsifiés brûlait avec lui. Monsieur de la Roche a hurlé des ordres à la milice, mais les hommes étaient paralysés par la rapidité du feu. C'est Joachim qui a pris les devants. Il a saisi un seau d'eau, s'est mouillé de la tête aux pieds et a couru vers le bâtiment en flammes. Il n'allait pas sauver Morel par amitié. Il allait le sauver pour qu'il puisse témoigner de l'exécution de son frère. À l'intérieur de l'écurie, l'air était irrespirable. La fumée noire piquait les yeux et brûlait la gorge. Morel était recroquevillé dans un coin de sa cellule improvisée, pleurant comme un enfant, les mains protégeant son visage de la chaleur rayonnante. Quand il a vu Joachim briser le verrou avec une hache d'abattage, il a cru voir un démon. Joachim l'a saisi par le col de sa chemise souillée et l'a traîné vers la sortie. Morel était trop faible pour résister. Il a été jeté dans la boue de la cour centrale, devant les pieds de Monsieur de la Roche et de toute l'assemblée des travailleurs. Le spectacle était saisissant. Le tyran de la plantation, l'homme qui faisait claquer son fouet pour un regard de travers, était maintenant une épave tremblante, couverte de suie et de larmes. La pluie de l'après-midi avait laissé place à une nuit étoilée. Mais la chaleur de l'incendie rendait l'air électrique. C'est à ce moment précis que Joachim a sorti de sa poche la dernière pièce du puzzle. Un petit sac de cuir qu'il avait récupéré dans la cachette secrète de Morel, sous une pierre de l'abattoir, juste avant que l'incendie n'éclate. Il a jeté le sac aux pieds du maître. Le bruit métallique a résonné sur le sol. Monsieur de la Roche l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or, mais aussi une lettre. Une lettre signée par un riche marchand de Saint-Pierre, détaillant le plan pour détourner non seulement le rhum, mais aussi une partie de la cargaison de sucre de la prochaine récolte. Morel n'était pas seulement un petit voleur de barils. Il était le pivot d'une organisation qui saignait la plantation depuis des années. Monsieur de la Roche a regardé la lettre, puis Morel, puis le bâtiment qui finissait de se consumer. La fureur du propriétaire a atteint son paroxysme. Il a compris que Morel l'avait pris pour un imbécile, utilisant sa propre obsession pour l'ordre comme un écran de fumée. Chaque fois que Morel signalait une perte due à la maladie ou à l'humidité, c'était en réalité de l'or qui tombait dans sa poche. « Vous pensiez être plus malin que moi, Morel ?» a murmuré le maître d'une voix qui tremblait de rage contenue. « Vous avez utilisé mes terres, mes bêtes et mes hommes pour votre propre compte, et vous avez tué pour couvrir vos traces. » Morel a essayé de balbutier une excuse. Mais Joachim est intervenu une dernière fois. Sa voix était calme, posée, celle d'un homme qui a enfin trouvé la paix. « Il a tué mon frère, monsieur. Pas parce qu'il avait volé, mais parce qu'il avait vu. Il l'a abattu dans le dos comme un lâche. Le sang sur votre sifflet, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang de ma famille. » Le silence qui a suivi a été total. Même le crépitement des flammes semblait s'être tu. La milice, qui attendait un signe du maître, a vu Monsieur de la Roche ramasser le sifflet d'argent, toujours taché de sang séché. Il l'a regardé un long moment, puis l'a tendu à Joachim. Un geste impensable dans une plantation. Un symbole de pouvoir remis à celui qui n'était censé n'avoir aucun droit. « Gardez-le, Joachim, » a dit le maître. « À partir d'aujourd'hui, vous ne garderez plus seulement les bêtes. Vous garderez les stocks. Vous serez mes yeux et mes oreilles. Rien ne sortira d'ici sans votre accord. » Pour Morel, c'était pire que la mort. Être remplacé par l'homme qu'il méprisait le plus, par celui qu'il avait essayé de briser, c'était une humiliation suprême. Les gendarmes de Saint-Pierre, alertés par l'incendie, sont arrivés peu après. Ils ont emmené Morel, enchaîné comme un criminel de droit commun. Il n'y aurait pas de procès clément pour lui. Monsieur de la Roche allait utiliser toute son influence pour s'assurer que Morel finisse ses jours dans les mines de sel, là où le soleil et le travail forcé brisent les hommes les plus solides, en quelques mois. Les complices de Morel n'ont pas été oubliés. Grâce aux noms trouvés dans la lettre et dans les registres que Joachim avait sauvés de la pourriture, une rafle a eu lieu dès le lendemain à Saint-Pierre. Le réseau a été démantelé et Monsieur de la Roche a récupéré une grande partie de sa fortune volée.
Mais la plantation n'était plus la même. Le système de terreur instauré par Morel s'était effondré. Les semaines qui ont suivi ont vu un changement radical. Joachim, désormais responsable de la sécurité et des stocks, a instauré un ordre nouveau. Ce n'était pas l'ordre maniaque et stérile de M. de la Roche, ni la brutalité aveugle de Morel. C'était une discipline basée sur la connaissance réelle de la terre et le respect du travail. Joachim savait qui travaillait dur et qui trichait. Il n'avait pas besoin du fouet pour se faire obéir. Sa seule présence et le sifflet d'argent qu'il portait désormais à sa ceinture suffisaient. Monsieur de la Roche, bien que toujours obsédé par ses comptes, a fini par accorder une confiance rare à Joachim. Il avait compris que l'honnêteté d'un homme qui cherche la justice vaut bien plus que la servilité d'un tyran paranoïaque. La plantation de la Roche est devenue la plus productive de la région, non pas par la force, mais par une gestion froide et précise. Quant à Morel, la rumeur est revenue de Saint-Pierre quelques mois plus tard. Il n'avait pas supporté les mines. Ses mains, autrefois si habiles à manier le fouet, s'étaient infectées à cause du sel et du manque de soins. Il est mort dans une cellule insalubre, seul, entouré par l'odeur de la maladie qu'il craignait tant. La logique de l'erreur avait fait son œuvre jusqu'au bout. La pourriture qu'il avait essayé de cacher sous le lit des autres avait fini par le dévorer de l'intérieur. Joachim, lui, se rendait souvent à l'endroit exact où son frère avait été abattu. Il n'y avait plus de sang dans la boue. La canne à sucre y poussait plus haute et plus forte qu'ailleurs. Il ne cherchait pas l'oubli, mais la mémoire. Il se rappelait que pour gagner sa liberté d'esprit, il avait dû utiliser la propre noirceur de son ennemi contre lui. Il avait prouvé que même dans un système où tout est fait pour écraser l'homme, l'intelligence et la patience peuvent renverser les géants. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la mer des Caraïbes, Solange est venue le rejoindre sur la colline qui dominait l'abattoir. Elle a regardé le sifflet d'argent qui brillait au dernier rayon du jour. « Tu as fait ce qu'il fallait, Joachim, » a-t-elle murmuré. « L'odeur est partie. L'air est enfin pur. » Joachim a hoché la tête. Il savait que le combat pour la dignité n'était jamais vraiment fini, mais pour cette fois, la vérité avait triomphé. Il avait utilisé la mort pour protéger la vie et la pourriture pour laver l'honneur de son sang. La plantation continuait de tourner, mais le cœur de Joachim était ailleurs, tourné vers un avenir où il ne serait plus seulement un gardien, mais un homme libre de ses choix. Le crime parfait n'existe pas, car celui qui le commet oublie toujours une chose fondamentale. Chaque acte laisse une trace et chaque mensonge finit par puer. Morel avait oublié que Joachim connaissait la viande et la décomposition mieux que personne. Il avait oublié que la peur est une mauvaise conseillère et que la cupidité est un piège que l'on se tend à soi-même. Aujourd'hui, l'histoire de Joachim et du sifflet d'argent est encore racontée dans les campagnes de la Martinique. On dit que parfois, les nuits de pleine lune, on peut entendre le son d'un sifflet ciselé résonner dans les champs de canne. Ce n'est pas un appel à la manœuvre, c'est un rappel. Un rappel que la justice peut prendre des chemins tortueux, qu'elle peut se cacher sous un matelas ou dans un sac d'abat, mais qu'elle finit toujours par sortir de l'ombre pour réclamer son dû. L'argent ne sent rien, c'est ce que disent les banquiers. Mais pour ceux qui ont vécu sur la plantation de la Roche, l'argent de Morel sentait la mort et la trahison, et le sifflet de Joachim, lui, sentait enfin la liberté. La justice a été rendue non pas par la loi des hommes blancs, mais par la logique implacable de la nature et de la vérité. Joachim n'était plus un esclave dans son âme. Il était le maître de son propre destin, le gardien d'un secret qui avait changé le cours de l'histoire. Si cette histoire de stratégie et de justice vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous suivez. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à raconter ces histoires de courage et de vérité. À bientôt pour un nouveau cas.